Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, événement qui est toujours d'une très grande importance, Opération Nez Rouge, ça on le dira jamais assez. Et cette année, elle lancera cette opération à sa 31e édition provinciale et à sa 25e édition chez nous, en Abitibi-Ouest. Alors pour nous en parler, je reçois du Club Lion de Lassar, le Lion Alain Brodeur, qui est aussi vice-président et directeur général de Cycloform. Monsieur Brodeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Brodeur. Puis je le dirai jamais assez, c'est d'une importance capitale. Puis je sais que des fois, on se répète, mais on ne saura jamais peut-être combien de vies Opération Nez Rouge a pu sauver. Ne serait-ce qu'une seule vie déjà, on peut dire mission accomplie, tout simplement. Et je sais que vous en êtes aussi beaucoup. Pour vous autres, c'est une fierté, le Club Lion, de participer à Opération Nez Rouge. Et puis, bravo, moi je le dirai jamais assez. Puis surtout, avant qu'on l'oublie, bravo et merci aux bénévoles qui s'impliquent dans ça. C'est vraiment très important. Est-ce que les bénévoles sont difficiles à recruter? Bien, je vous dirais d'année en année, pour la région de la Sarre, ça demeure assez facile dans l'ensemble. Okay. Je ne dirais pas qu'il y a certains soirs qui vont être plus durs à couvrir, là, surtout en fonction des températures, mais comme cette année, on fait un essai avec le 31 décembre. On avait beaucoup de demandes pour ça. Donc, cette année, on fait une soirée supplémentaire qui est le 31 décembre, au milieu de semaine. Donc, c'est un essai qu'on fait. Mais pour continuer dans votre introduction, je vous dirais que l'Opération Nez Rouge, ça se veut quelque chose d'agréable, ça se veut quelque chose de le fun pour les bénévoles. Oui. Donc, oui, il y a une mission importante qui est la sécurité routière, voilà. C'est la priorité. Mais au-delà de ça, l'ensemble de l'opération, en fait, ça se veut quelque chose d'agréable, ça se veut quelque chose de fun. C'est une grande famille. Absolument. C'est une grande famille, puis les gens s'impliquent. Puis, moi, bravo, parce que souvent, on délaisse un peu, peut-être, pour une soirée ou deux, la famille, puis on va faire Opération Nez Rouge. Puis quand on revient, je suis certain qu'on revient avec une certaine fierté de dire, ben, j'ai accompagné des gens qui, peut-être, autrement, auraient pris leur auto et qu'on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Ben, c'est ça, c'est une sécurité. Je vous dirais que d'année en année, il y a des gens qui prennent Opération Nez Rouge, pas parce qu'ils ont pris de la boisson ou quoi que ce soit, juste par raison de fatigue. Oui, aussi, oui. Parfois, c'est par raison de solidarité. Ils veulent supporter les œuvres du Club Lion. Donc, ça, c'est un fait. Et ils utilisent Opération Nez Rouge. J'ai occasionnellement accompagné des gens qui étaient en parfaite santé, pas fatigués, pas pris de boisson ou quoi que ce soit, en état de conduire, mais voulaient contribuer à l'œuvre des Lions. Ils voulaient faire un don, puis c'est bravo comme ça aussi. Ouais. Il y a des soirées qui débutent le 5 décembre. Est-ce qu'on pourrait les nommer, dire exactement ce que c'est qu'il y en est? Alors, en fait, je vous laisse aller avec... En fait, tous les vendredis soirs et samedis soirs du mois de décembre, à partir du 5 décembre, donc le 5-6 décembre, 12-13 décembre, 19-20, 26-27 et bien sûr le 31 décembre, qui est nouveau. Qui est nouveau cette année, où on fait un essai. On peut peut-être juste parler c'est très important aussi, des responsables de ces soirées-là. Quand on parle du 5 décembre, c'est M. Robert Poulain, 6 décembre, Jean-François Landry, 12 décembre, Michel Doyon, 13 décembre, Henri Boivin, 19 décembre, Gilbert Barrette, 20 décembre, Jacques Poirier, 26 décembre, Claude Bordelot, 27 décembre, Dominique Verville et le 31 décembre, Richard Plante. Ça, c'est très important aussi de nommer les responsables de ces soirées-là. Ce sont tous des membres du Club Lion qui sont accompagnés par un deuxième membre. Okay. Donc, ces gens-là vont être d'office ce soir-là. Ils vont être responsables de la soirée comme telle. Donc, ces gens-là s'occupent de trouver leurs bénévoles et de faire les raccompagnements, d'organiser les raccompagnements comme tels. Donc, chacun a une mission un soir. Donc, c'est une des œuvres principales, une action des principales au niveau du Club Lion en termes de financement pour la saison. Quand on parle de financement, j'aimerais en parler, monsieur, si vous me permettez, monsieur Brodeur. C'est sûr que ce service-là, il est gratuit. Absolument, oui. Il est gratuit, ça, il faut bien le préciser. Mais on demande aux gens, si possible, de faire une certaine contribution, mais c'est très libre à la personne. Ça, il faut bien préciser ça. C'est très libre, vous donnez ce que vous voulez. Mais l'argent que le Club Lion amasse avec ça, parce que les gens sont généreux. Il faut le dire, les gens sont très généreux. Très appréciés. Oui, mais avec cet argent-là, le Club Lion en fait quoi? Ben, je vous dirais qu'essentiellement, la majorité de nos dons vont à la jeunesse. Ça, c'est évident. On reçoit des demandes de plusieurs clubs
clubs sportifs, entre autres, mais tout le monde est en mesure de faire des demandes. On vise principalement la jeunesse, les activités sportives, des choses comme ça. Je vous dirais que le gros de notre don va au club scout de la Sarre. Donc, c'est à peu près 50-60 jeunes qui sont membres scouts. Oui. Donc, on soutient cette œuvre-là depuis plus de 30 ans. Donc, on maintient ça et puis on fait des dons aussi à d'autres clubs, là, peu importe le sport, peu importe la nécessité. Occasionnellement des lunettes et des choses comme ça. Il y a des dons de toutes les sortes. De toutes les sortes. Moi, j'aimerais que vous nous parliez du président d'honneur. Bien sûr, on a cette année le président qui est M. Dominique Presso de Canadian Tire, qui a accepté d'emblée parce que c'est une cause qui lui tient à cœur. M. Presso est nouveau quand même dans la région, relativement nouveau dans la région, mais commence à être connu de par un peu sa philanthropie via la Fondation Canadian Tire. Qui a une mission comparable à celle des Lions, qui est l'aide à la jeunesse. Exactement, oui. Donc, M. Presso a accepté d'emblée et puis avec plaisir de contribuer en tant que président d'honneur. On a aussi Annette Dufour qui est coprésidente de cette occasion-là. Exactement, aussi. Moi, j'aimerais ça que l'on parle du comité Nez Rouge. Il est formé de qui exactement? Ben, en fait, le comité Nez Rouge, on parle de quatre autres membres, à part moi. Donc, M. Jean-François Landry, qui s'occupe de tout ce qui est restauration, parce que nos bénévoles, il faut s'en occuper durant les soirées. Donc, on a une partie restauration. Mario Roy et Jacques Poirier qui s'occupent, eux, de tout ce qui est affichage et publicité. Donc, ces gens-là font le tour des commerces et puis affichent notre opération et répondent aux questions par rapport aux commanditaires. Et puis, il y a moi qui s'occupe là, comme coordonnateur de l'opération comme telle. C'est un beau groupe. C'est un groupe, moi, que je trouve vraiment extraordinaire. Puis, en tout cas, je le dirai jamais assez, là, on ne saura peut-être jamais qu'est-ce que le Club Lion a pu faire pour éviter peut-être un décès, disons-le. On ne le saura pas, mais seulement que je suis certain que ces personnes-là qui sont responsables le savent très bien qu'ils posent un acte vraiment extraordinaire. Puis il y a une chose qui est très importante aussi, M. Brodeur, c'est qu'il ne faut pas que les gens... c'est la période des fêtes, puis ce sont les réjouissances, etc. Puis bon, il est normal de prendre, comme on dit, un petit coup, oui, c'est normal, mais il faut aussi ne pas avoir peur de prendre l'opération Nez Rouge. Ben, au départ, on n'est pas moralisateur. L'idée, c'est pas d'empêcher les gens de boire, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de s'assurer un retour sécuritaire, peu importe ce qui sera passé dans la soirée, c'est d'assurer un retour sécuritaire. Si les gens veulent s'amuser, c'est parfait, mais on est là pour contribuer à leur sécurité, tout simplement. Puis comme vous le dites si bien aussi, vous avez déjà raccompagné des personnes qui n'avaient même pas pris de boisson, mais pour ces personnes-là, c'était une manière de faire un don au Club Lion. Puis cet argent-là est distribué après, en tout cas, très bien distribué, puis c'est ça qui est vraiment important. Donc, les soirées du mois de décembre, on répète? Bien, toujours le vendredi et le samedi du mois de décembre, à partir du 5 décembre. Et puis, ça inclut cette année une particularité qui est le 31 décembre, parce qu'on avait des demandes pour ces soirées-là. Donc, on fait le 31 décembre aussi, cette année, qui est une activité spéciale pour nous autres. Ça prend 3 personnes par accompagnement? Oui, il y a 3 bénévoles par équipe, oui, c'est ça. Donc, dépendamment des soirées puis des expertises qu'on a par rapport aux années précédentes, on a plus ou moins d'équipes. Ça peut aller à 10 équipes, 12 équipes par soirée, mais des fois, il y a des soirées qui sont un peu plus tranquilles. On va parler de 4 ou 5 équipes. Donc, à peu près 300 bénévoles qui incluent du monde là, à tous les niveaux, secrétariat et gestion d'opération et bénévoles sur le terrain là, pour la saison. C'est environ 300 bénévoles. C'est une grosse organisation. Oui. Monsieur Brodeur, merci beaucoup. Bravo au Club Lion de la Sarre de s'impliquer comme ça. C'est la 25e édition en Abitibi-Ouest. Puis bravo à vous également de bien chapeauter ça. Je suis persuadé. Puis... regardez, comme vous le dites si bien, on n'est pas moralisateur, pas du tout. On est simplement là pour rendre service. Exact. Puis, on demande aux gens aussi d'être généreux. C'est gratuit, on le dit, c'est gratuit, mais, s'il vous plaît, soyez généreux. Le téléphone, si les gens ont besoin d'opération. Oui, c'est toujours le même numéro d'année en année, le
4011. Donc, un 4011. C'est pas dur à retenir. Un petit Exact. 4011, c'est pas dur à retenir. Exact. Alors, Monsieur Brodeur, merci infiniment. Puis moi, ben, comme je le dis à chaque année, je m'adresse aux gens, ben, il n'y a pas de gêne à se faire raccompagner. Absolument pas. Plutôt, c'est plutôt un signe de maturité et d'intelligence. Merci beaucoup, Monsieur Brodeur. Bravo à tous les membres Lyon qui s'impliquent dans ça. Puis bravo à tous ceux qui y participent de près ou de loin. Puis continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Brodeur. Alors, courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un accident se produit. Que s'est-il passé? Alors, comment cela est-il arrivé également? Il faut essayer de comprendre le plus possible comment tout ça s'est produit. Alors, la profession de mon invité, c'est reconstitutionniste en scène d'accident à la Sûreté du Québec. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, et ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur ce sujet-là. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'agent Alain Gaudreault de la Sûreté du Québec. Agent Gaudreault, bonsoir. Bonsoir. Ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur ça, puis c'est Marie-Josée qui m'avait dit à un moment donné, ça serait bon que tu le reçoives. Puis merci d'avoir accepté cette invitation-là, c'est vraiment très gentil. Ça fait plaisir. Agent Gaudreault, on va commencer par le début de tout. Un accident arrive. Alors, quels sont les premiers gestes? On vous demande d'aller sur les lieux de l'accident. Puis, une chose qu'on va préciser immédiatement en début d'émission, c'est que ce serait très important qu'on dise que on va faire appel à vos services lorsqu'il y a possibilité que l'accident donne lieu à des poursuites criminelles. Oui, effectivement, parce que comme vous dites si bien, il y a différentes sortes de collisions, si on veut. Je ne serai pas appelé dans tous les cas de collision, deux personnes qui se rentrent dedans à une intersection ou quoi que ce soit dans un stationnement de centre d'achat. C'est les patrouilleurs parce qu'il y a différents... les collisions sont catégorisées par niveau à la sûreté, niveau d'importance, si on veut. Okay. C'est-à-dire qu'un petit accident normal, les patrouilleurs peuvent s'en occuper. C'est un petit peu plus grave, mais ça donne pas encore lieu à des poursuites criminelles apparentes. On a des patrouilleurs qui sont spécialisés en enquête de collision, qu'eux autres vont s'occuper de ce dossier-là. Mais lorsque la collision dépasse ces niveaux-là, c'est là où on fait appel à mes services, c'est-à-dire soit qu'il y a des possibilités de poursuites criminelles, soit qu'il y a certaines causes ou circonstances qui restent à éclaircir et que ça dépasse les capacités des patrouilleurs sur les lieux, des collisions qui ont une incidence au niveau médiatique. C'est dans ce cas-là, mais majoritairement, c'est lorsqu'il y a des possibilités de poursuites criminelles qu'on fait appel à mes services. OK. Vous arrivez, là, on vous appelle, vous arrivez sur les lieux d'un accident. Quels sont les premiers gestes que vous posez? Pour vous mettre en contexte oui. sur ce que j'ai à faire, il faut préciser en premier lieu que s'il y a des possibilités que ça donne suite à des accusations criminelles, si on sait comment le système de justice criminelle fonctionne, on le sait qu'on doit établir, nous, les policiers, avec l'aide de la couronne, une preuve hors de tout doute raisonnable. Ça, ce n'est pas peu dire. Il faut absolument convaincre un juge ou un jury qu'il y a eu infraction criminelle pour que quelqu'un soit reconnu coupable. Donc, vous comprendrez. Il y a une collision. On fait appel à mes services. Je me rends sur les lieux. Première chose, c'est une scène de crime. Ça arrive sur les routes, majoritairement. Oui, ça peut être dans les sentiers, ça peut être quoi que ce soit, mais sur les routes majoritairement. Donc, première chose, si je veux bien être capable d'aller prélever les preuves, il faut qu'il y ait un blocage de la scène. C'est pour ça là qu'on voit souvent que des routes restent bloquées plus ou moins longtemps, dépendamment. Il y a des fois que c'est des heures, il y a des fois que c'est 4, 5 à 6 heures. C'est ça. Ça peut être même une demi-journée complète. Ça peut être exactement. Ben, la plupart du temps, j'en suis désolé, mais c'est moi la cause de ça. Parce que, premièrement, pour aller récolter toutes les preuves, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une scène de collision,
deux véhicules entrent en collision, les débris et tout, parce que pour moi, tout débris peut constituer un indice. Donc, j'arrive sur les lieux, la scène est bloquée. Première chose que je fais, écoutez, avec les patrouilleurs qui ont été les premiers répondants, avec toutes les personnes qui ont été là avant moi, parce que moi, vous comprendrez qu'on m'appelle plus tard parce qu'il y a des décisions qui se prennent et des analyses qui se font. C'est ça, parce que vous pouvez arriver sur les lieux 1 heure après. Facilement. Facilement. Surtout en Abitibi, avec les distances, parce que je suis le seul en Abitibi. C'est ça. Parce qu'il faut préciser que vous êtes le seul dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, absolument. On est une quinzaine environ au Québec en entier. Vous comprendrez que la majorité sont basées Montréal et Québec parce que la population est là et les dossiers sont là. Mais effectivement, moi, je suis le seul pour tout couvrir. Donc, première chose, il faut que je me rende ces lieux. Deuxième chose, il faut que je fasse une analyse générale préliminaire avec, comme je disais, les patrouilleurs et les gens qui ont été sur les lieux avant moi. Est-ce que certaines choses ont changé de place? Qu'est-ce qui a été fait ici? Pourquoi cette trace-là est là? Parce que moi, mon travail, vous allez voir peut-être un petit peu plus tard, c'est d'analyser tous les éléments, toutes les preuves qui sont sur les lieux pour en garder ceux qui sont les plus importantes et discarter ceux qui sont le moins importantes, mais parce que le but final, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé sur les lieux. C'est quand même, je veux dire, c'est très complexe. Vous avez à bloquer une route. Quand on parle de la route 111 ou de la route 117, justement, on parle d'un gros trafic, achalandage énorme à ce moment-là. Mais vous, c'est je bloque, je m'excuse, Miss Max Sapora. Moi, j'ai une enquête à faire, il y a des débris partout. Il y en a autant à gauche qu'à droite. Je ne peux pas ouvrir juste une piste seulement. C'est sûr que si vous pouvez le faire, vous allez le faire. Miss Max, dans l'ensemble, vous bloquez la route. Absolument. Écoutez, toutes les collisions sont différentes, mais advenant le cas où est-ce que la collision est majoritairement dans une voie, c'est bien entendu, on n'est pas intransigeant à cet effet. Le plus vite, on le sait que c'est des artères principales très importantes. Donc, c'est évident qu'à la seconde qu'on peut laisser du trafic, ne serait-ce qu'un à la fois, en une direction, c'est la première chose à laquelle je pense sur les lieux. Mais effectivement, si je dois faire un relevé de toutes les deux voies ainsi que les deux accotements, j'hésite pas à bloquer parce que les conséquences sont trop importantes pour faire le travail à moitié, si on veut. Là, c'est sûr que s'il arrive un accident à 9 h le matin, vous bloquez la route et là, il y a des débris partout. On les voit. Il est 9 h le matin, 10 h, 11 h, midi, peu importe. Mais lorsque ça arrive en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, deux véhicules qui sont impliqués, il y a des morceaux partout, il y a des blessés, il y a des morts, ça n'est pas la même chose. Bien, écoutez, on a des équipements qui sont spécialisés pour ça. On a, moi, j'ai la chance d'avoir une remorque au diesel avec des spots, si on veut, des grosses lumières comme de terrain de baseball, si on veut. J'ai ça à ma disposition, ainsi que les équipements qu'on a, parce que une de mes tâches principales, c'est de photographier la scène, parce que le but, c'est d'aller expliquer à soit un juge, un jury, ne serait-ce que la famille par après, d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La famille a besoin de savoir. Absolument. C'est un des buts principaux, parce que vous comprendrez, oui, moi, mon but, c'est de vérifier, à récolter tous les éléments de preuve pour pouvoir accuser quelqu'un s'il y a eu infraction criminelle. Mais un but sous-jacent à ça, qui est tout aussi important, c'est d'être capable de répondre aux gens qui sont proches des personnes qui ont été impliquées s'il y a eu décès, bien entendu, ou blessures graves. Je me dois d'être capable de leur dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait que, comme je disais plus tôt, les lumières, effectivement, en plein milieu de la nuit, l'équipement photographique dont j'ai eu une formation, je suis capable de prendre des photos en pleine nuit avec pratiquement aucune lumière et que ça ressorte comme en plein jour. Comme en plein jour, exactement. Fait que c'est pas vraiment, c'est un challenge supplémentaire, mais ça ne vient en aucun cas entraver au travail final qui est fait. Là, vous arrivez sur la scène d'un accident, comme on présume, là, deux autos face à face, il y a des débris partout, vous savez qu'il y a des morts, on vous l'a dit, il y a des blessés graves également. La route est fermée. Le premier geste que vous faites, les premiers gestes que vous faites après, là, vous êtes sécuritaire parce qu'il ne passe plus aucun véhicule, rien, la route est fermée des deux côtés. Les premiers gestes que vous posez, c'est quoi?
comme je disais tantôt avec l'aide des patrouilleurs et des gens qui ont été là les premiers avant moi, c'est d'identifier mes preuves qui seront les plus importantes. Parce que, je vous explique pourquoi, si on prend par exemple 2 véhicules qui sont entrés en collision et on soupçonne peut-être la vitesse d'être en cause, pour établir une vitesse, j'ai besoin soit de traces de freinage. Donc, je dois identifier ça, ces lieux. Si j'en ai pas des traces de dérapage, je dois identifier ça sur les lieux. Si j'en ai pas non plus, je peux établir une vitesse par la projection d'items. S'il y avait, par exemple, une valise, vous savez, les hamburgers qu'il y a sur le toit des véhicules, bon, s'il y avait quoi que ce soit là-dedans et que ça a été projeté lors de la collision, ben, juste avec la projection de cet élément-là, je suis capable d'établir la vitesse à laquelle le véhicule circulait lorsqu'il y a eu contact. Il y a une foule de calculs que je peux effectuer, mais j'ai besoin de certains éléments qui sont présents sur la scène. Donc, la première chose à faire, bien identifier ce que je vais avoir de besoin, ce qui est plus ou moins important sur la scène pour que je puisse concentrer mes efforts et rétablir la circulation le plus vite possible. C'est donc dire que le moindre indice, si petit soit-il, est important. Absolument. Je vous donne comme exemple, si on veut savoir si les phares d'un véhicule étaient allumés parce qu'il y a question de visibilité dans cette collision-là, est-ce que le véhicule était vraiment visible? Bon, bien, pour déterminer si un phare était en fonction lors de la collision, j'ai une façon de le faire, mais je dois trouver le globe, l'ampoule. Imaginez l'ampoule à travers tout ça. Si je ne le trouve pas, ben écoutez, je ne le trouve pas, mais il faut quand même que je prenne le temps de faire une tentative de tout trouver, ce qu'il y a ça. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, je peux me retrouver avec un indice qui est infiniment petit, qui va déterminer tout le dossier. L'indice que moi, je ne penserais pas, parce que je ne suis pas formé à ça, mais que pour vous, c'est primordial. Parce que là, vous venez de parler d'une ampoule. Peut-être que le simple commun des mortels comme moi va dire, il cherche une petite ampoule. Voyons, donc, c'est quoi l'affaire? Regarde, il y a un paquet de ferrailles, il y en a vendu lui, là, tu sais. Mais cette ampoule-là, pour vous, ça peut dire, peut-être, ça peut vous donner un Effectivement, indice. si on pose la question à savoir si les phares étaient allumés, cette ampoule-là va pouvoir me le dire. Des traces de freinage très importantes aussi, j'en suis persuadé. Absolument. Lorsque la vitesse, pas seulement pour déterminer la vitesse d'un véhicule, parce que comme je vous expliquais, avec les traces de freinage, si j'effectue certains calculs, je peux savoir à laquelle vitesse le véhicule circulait au début de la trace de freinage. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que les traces des véhicules, des pneus sur la scène, pas juste les pneus, les traces, quelles qu'elles soient, les traces de frottement sur la chaussée, vont aussi m'éclairer à savoir la position des véhicules dans les voies, la direction des véhicules. Parce que c'est pas toujours évident, quand on arrive sur une scène, de savoir, ben oui, effectivement, ce véhicule-là était en direction nord, celui-là en sud. Parce qu'il peut être tourné dans le fossé. Ça a l'air évident, mais on ne connaît pas toute la dynamique des forces impliquées lorsqu'il y a collision. Les véhicules peuvent prendre des directions et des aspects complètement différents. Oui. Donc, les traces et les marques sur la chaussée, très important aussi pour cet aspect-là de mon enquête. Comment vous faites pour déterminer le plus précis possible la vitesse que pouvait rouler un véhicule? Comme je vous disais, il y a différentes méthodes, plusieurs méthodes. Si on prend la méthode d'une trace de freinage, j'arrive sur une scène, il y a une trace de freinage d'une telle longueur. Bon. Tous ces calculs-là sont fondés sur le principe de Newton, les lois de la gravité. Okay. Parce que c'est une force universelle qui s'applique sur tous les objets sur la Terre. Donc, le principe de base part de là. En connaissant ça, la force gravitationnelle, en ayant une distance, en ayant un coefficient de frottement entre le pneu et la chaussée sur les lieux, je peux, par un calcul, établir que la vitesse était de telle, et c'est un calcul qui a été prouvé par essai et qui est certain et qui est pratiquement juste, parce qu'on se sert des lois qui sont à travers le monde. On ne peut pas s'en soustraire de ces lois-là. Ça affecte tout. Donc, par essai, ça a été prouvé que c'est assez exact, je vous dirais, à l'intérieur de quelques kilomètres. C'est donc dire que, est-ce que votre enquête sur les lieux d'un accident va différer si c'est durant l'été, en plein mois de juillet, asphalte sèche, etc., et en plein mois de janvier, on est sur de la glace? Absolument.
Car si on prend encore une fois l'histoire des traces de freinage pour établir une vitesse, le coefficient de frottement, vous comprendrez qu'il ne sera pas le même en été qu'en hiver, dépendamment de la nature de la chaussée. Sauf que ce calcul-là aussi est fait par des instruments que j'ai avec moi. Je reprends le coefficient de frottement directement sur les lieux. Je ne l'invente pas ou je ne le prends pas ailleurs dans une charte. Je reprends un véhicule, j'installe un accéléromètre dans un autre véhicule et je reproduis des traces de freinage au même endroit ou à peu près au même endroit pour savoir exactement les circonstances exactes dans cette collision-là. C'est donc dire qu'à ce moment-là, le facteur temps, moi je parle de longueur de temps, qu'une route peut être fermée, pour vous, ça pas... Le facteur temps n'existe pas. Le facteur temps existe parce que je n'ai pas le choix de prendre en considération les conséquences, le fait de barrer telle ou telle route. Comme on disait plus tôt, si c'est la route 117 en plein milieu du parc de la Vérandrie, on s'entendra qu'il n'y en a pas d'autres routes. On ne peut pas faire de détour, de prendre une autre route ou quoi que ce soit. Il va se ramasser des centaines de véhicules de chaque côté, c'est dans l'espace de même pas 20 minutes à peu près. Exactement. Donc, ma façon de procéder est un petit peu différente, disons, en ville, un quartier résidentiel, où est-ce qu'on peut faire le tour. On détourne à ce moment-là, c'est sûr. Sauf que l'enquête, les éléments de preuve que j'aurai ramassés ne seront pas diminués ou quoi que ce soit. Je ne me dépêcherai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement établir toute mon enquête sur une voie en premier lieu et ensuite de pouvoir la libérer et ensuite de pouvoir faire l'enquête sur une autre partie de la chaussée. Fait que, comme je vous dis, normalement, je procède d'un bout à l'autre et pour ne pas manquer d'éléments, j'ai une façon bien claire de procéder, mais dans des circonstances spéciales, je procède autrement lorsque les enjeux sont autres là, que juste barrer la route. Là. Non, il reste juste 2 minutes, ça n'a pas de bon sens à passer. Quel accident est le plus difficile à enquêter? Je vous dirais l'hiver. Absence de traces. Les traces, c'est le premier élément de preuve que je recherche sur une scène. Donc, lorsque j'en ai pas, je me dois me fier au reste, à la projection, à tous les débris, à autre chose. Mais à votre expérience aussi, sûrement. Aussi, bien sûr, sauf que comme je vous disais tantôt, il y a des choses assez surprenantes qui peuvent se produire d'une collision qu'on pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a des fois qu'on fait le saut à savoir ça venait pas du tout de ce côté-là, le véhicule, il venait de... Mais ça, je le détermine avec les indices que j'ai ces lieux. Donc, tout ce qui peut empêcher que je récolte les traces, la pluie, ne serait-ce, c'est moins sévère que la glace, on s'entend. Oui, c'est sûr. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus difficile. Je dois utiliser d'autres méthodes, mais c'est faisable quand même et on arrive à de très bons résultats quand même. Jean Gaudreault, merci infiniment. Puis là, je prends juste quelques secondes pour parler aux gens. Fait que quand une route est bloquée, là, c'est parce que c'est pas facile à ce moment-là. Puis regardez le travail que cet agent-là a à faire. Alors, ne vous fâchez pas. S'il bloque une route, c'est parce qu'il est obligé de le faire. Mais une chose est certaine, c'est que la Sûreté du Québec va ouvrir la route le plus rapidement possible. Agent Gaudreault, merci. On aurait eu d'autres questions. On va vous réinviter. Ça va me faire plaisir. C'est vraiment, il y a des choses, les météos, il y a un paquet d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de voir. Alors, merci infiniment. Puis, c'est un travail vraiment pas facile que vous avez à faire, mais ça n'en prend. Puis, vous avez, moi, je sympathise avec vous, quasiment, parce que c'est pas facile, votre travail à la Sûreté du Québec. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.